tonnerre, ils sortent ça et ils sont de loin en avance, en tout cas du moins de ce qu'on voit et qu'on perçoit présentement. Donc, ça va démocratiser après ça, qu'est-ce qu'on peut infuser dans nos organisations. Ça diminue beaucoup le coût et là, ça va challenger les OpenAI de ce monde. C'est open source, donc il doit y avoir un paquet d'ingénieurs chez OpenAI qui sont en train de décortiquer l'ensemble des lignes de code de DeepSeek R1 pour voir comment ils peuvent propulser un peu plus loin leur propre modèle. Il doit y avoir du monde qui travaille fort présentement et qui sont en train de pivoter sur leur plan de match, là. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires. Vous m'excuserez un peu aujourd'hui, j'ai un certain rhume, mais je vais tenter de faire le podcast de la meilleure des manières possibles, accompagné comme à l'habitude de Jonathan Léveillé. Jonathan, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, Antoine. Extrêmement enthousiasmé par tout ce qui se passe dans l'écosystème technologique dans les dernières semaines. Puis je pense que c'est un petit peu le but de l'enregistrement aujourd'hui, de discuter des deux grands coups de tonnerre qu'il y a eu dans les dernières journées. Donc, effectivement. prêt à discuter de ça, Antoine? Oui, effectivement, coup de tonnerre, je pense que c'est un bon terme. Donc, on va essayer un peu de situer les gens qui nous écoutent. L'intelligence artificielle, l'évolution va à une vitesse phénoménale. Beaucoup de choses qui se mettent en place jour après jour. On enregistre le tout 29 janvier 2025. Je pense qu'il y a à peu près une semaine de ça, le 22 janvier, dans ces eaux-là. OpenAI lance son nouveau modèle, se nommant Operators en anglais. Un modèle qui essentiellement vient aider le commun des mortels à faire des tâches de tous les jours à votre place, comme booker des réservations de voyage, booker des réservations au restaurant, faire plusieurs tâches où est-ce que littéralement l'application va contrôler un petit peu votre ordinateur et faire les tâches à votre place. Et je pense que toi, Jonathan, tu as sauté un petit peu sur l'occasion. Je t'ai vu sur LinkedIn. Vous êtes en train de bâtir une offre de service autour de ça. Comment tu vois le tout? Comment ça se met en place, là? Exactement. Bien, comme je disais un petit peu sur LinkedIn, j'ai la perception qu'on rentre dans la deuxième vitesse de l'intelligence artificielle si on se base pour ce que ça peut faire pour nous, autant personnellement qu'au niveau professionnellement. La première vitesse ou la première étape, c'est un peu ce que ChatGPT peut faire. On met des questions et du contexte dans un équivalent de chat. L'information est procédée et nous est renvoyée. Donc, c'est toujours un échange. Je donne une information, j'en reçois une, mais il y a peu ou pas d'action qui peut être prise par la suite pour arriver à un résultat autre qu'un résultat texte, visuel ou auditif. Et là, avec Operator qui est lancé en grand, c'est un peu le grand coup de tonnerre public de l'arrivée de la deuxième phase qui est le côté agentic, donc des agents et de la capacité de l'intelligence artificielle de, par exemple, prendre contrôle de notre clavier puis de notre souris. Donc, d'interagir avec des interfaces numériques comme si c'était un humain qui le faisait. Et ça, honnêtement, pour moi, je suis extrêmement excité. J'ai l'impression qu'on retourne un petit peu dans les années 90 quand l'Internet est arrivé. On sait que ça va être vraiment incroyable ce qu'il va y avoir comme utilisation, mais il y a tellement de cas d'utilisation que c'est difficile de tous les répertorier, tous les noter. Et personnellement, je ne pensais pas qu'OpenAI allait lancer ça aussi rapidement. On avait des rumeurs depuis quelques journées qu'il y avait des gens qui avaient trouvé des lignes de code en ligne pour dire que ça semblait arriver bientôt, mais je ne pensais pas que ça aurait été lancé en janvier, surtout avec tout ce qu'ils ont lancé en décembre avec leur blitz de 12 jours où ils ont jour après jour sorti des choses assez impressionnantes qu'ils auraient pu facilement lancer sur une échelle de 12 mois. Ils l'ont lancé en 12 jours, un après l'autre, et là, ils arrivent en janvier, le 23 janvier pour être précis, avec Operator. J'ai vu des démos de quoi ça a l'air. Présentement, c'est seulement disponible pour le plan Pro, donc qui est 200 US, et c'est seulement disponible en sol US. La magie du numérique nous permet de se connecter en VPN aux États-Unis et de simuler qu'on est aux États-Unis. Donc, nous, de notre côté, on a eu accès à une licence aujourd'hui pour tester, voir de quoi ça a l'air. Et on est en train de regarder pour lancer potentiellement une cohorte avec maximum 10 entreprises pour voir les cas réels d'utilisation dans notre quotidien. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont interpellés un petit peu, peut-être de faire partie de cette première cohorte test-là, n'hésitez pas à aller me lancer un petit message sur LinkedIn. Et c'était un peu le but du post aussi que j'ai fait cette semaine. Mais c'est assez incroyable dans les démos de ce qu'on voit sur Internet. Ils démontrent, entre autres, par exemple, une réservation de voyage ou une réservation d'un souper en ligne directement, donc de réserver une table. Et ce qui est le fun, c'est qu'on voit la console virtuelle s'ouvrir d'un navigateur et on voit
autant la souris se promener comme si un humain le contrôlait et le clavier agir comme si c'était un humain. Et on peut voir à ce moment-là qu'à certains endroits, dans les démos, quand l'AI n'est pas certaine d'une action ou quand c'est une action critique, exemple d'acheter quelque chose et que ce n'est pas réversible, elle va s'arrêter, elle va poser une question à l'humain qui est derrière l'ordinateur, mais tout le reste se fait de manière autonome. Et honnêtement, j'ai vu des démos où il y avait des embûches ou des pièges pour l'intelligence artificielle et à chaque fois, elle a été capable de réagir comme un humain et de compléter sa tâche jusqu'à la fin. Donc, si on transpose ça directement dans nos organisations, là, qu'est-ce que ça pourrait faire en cas concret? Je vous lance quelques idées là, qui vont être à tester dans les prochaines journées, dans les prochaines semaines. On pourrait parler, par exemple, d'automatiser tout ce qui est les rapports de dépenses. Donc, opérateurs pourraient remplir et soumettre automatiquement les rapports de dépenses en ligne, télécharger des reçus, saisir l'information qui est nécessaire pour vraiment réduire les tâches administratives. On pourrait avoir des cas si vous avez des voyages d'affaires à réserver ou à planifier. L'opérateur pourrait pratiquement s'en occuper de A à Z, de la planification, la proposition jusqu'à la réservation et même le suivi après pour être certain que tout se passe bien et de pivoter en cours de route si jamais il y a un problème. Un autre cas qui peut être intéressant, tout ce qui est l'approvisionnement de fournitures de bureau. L'opérateur pourrait se connecter aux différents systèmes pour voir s'il vous manque quelque chose et lui-même aller sur les sites des fournisseurs pour placer des commandes et vous envoyer des alertes de ce qu'il a commandé ou de ce qu'il propose de commander. Vous faites juste confirmer et à ce moment-là, il va pouvoir placer la commande et faire le suivi après. Peu importe c'est qui la compagnie qui va faire la livraison, il va être capable d'aller se connecter au site de ce fournisseur-là de transport au final. Ça pourrait même être des collectes de données pour votre analyse de marché. Donc, on pourrait penser qu'on pourrait lancer une tâche récurrente d'opérateur à chaque journée d'aller voir ce qui se passe avec votre compétition, d'aller voir les pricing de votre compétition. Vous êtes dans un marché où les pricing sont importants à surveiller de la compétition et de vous ramener l'information de manière très concise, très précise. Ça pourrait être aussi au niveau des ressources humaines de gérer toutes les candidatures qui rentrent. L'opérateur pourrait trier, organiser les CV des candidatures, amener ça dans votre portail à vous. Ensuite, vous proposer lesquelles candidatures qui seraient probablement les meilleures et même d'écrire un courriel à ces personnes-là pour réussir à planifier une rencontre, le mettre dans votre agenda. Donc, pratiquement tout ce qu'un humain pourrait faire, opérateur va soit aujourd'hui être capable de le faire ou va rapidement réussir à y arriver. Initialement, on est seulement en format web avec opérateur, mais c'est fort à parier que le modèle est probablement déjà prêt à être déployé plus large qu'au format web. Ils vont seulement probablement attendre un peu avant de l'amener au prochain niveau. Donc, coup de tonnerre, moi, je pense, il va falloir mettre la main là-dessus rapidement puis regarder c'est quoi les cas d'utilisation. De là, l'idée, nous, de notre côté, de partir une petite cohorte pour explorer avec différentes entreprises et partager ces cas-là. Donc, je me répète, mais si jamais ça vous interpelle, envoyez-moi un petit message sur LinkedIn. On devrait lancer ça dans les prochaines semaines. Surtout quand ça va être disponible également au Canada, pour l'instant seulement disponible par VPN. Et si vous avez des cas concrets que vous avez testés dans vos entreprises avec Operator, envoyez-moi un petit peu l'information, on va la retransmettre un petit peu aux gens autour de nous, à notre audience, pour pleinement et rapidement prendre la main là-dessus et avoir les bénéfices dans nos organisations. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique
avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10 de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Je pense que ce qui est intéressant, si on analyse le tout, c'est qu'effectivement, ça va être la deuxième phase qui va pouvoir vraiment s'accélérer ici. Il y a un point que j'aimerais t'entendre ici, Jonathan. Vous êtes avec la suite Microsoft, vous, je crois, chez OpenMind, si je ne me trompe pas. Oui. Bon. Donc, j'imagine que ce que vous êtes capable d'utiliser avec Copilot doit être très, très similaire de ce qu'on voit avec Gemini au moment où on se parle. On a une personne à l'interne qui est un petit peu en charge de ce qu'on fait comme initiative avec l'intelligence artificielle et j'ai mis cette personne-là en charge de tester Gemini. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont avec la suite de GCP, de Google, testez Gemini si vous avez la chance le plus rapidement possible, uniquement pour une raison que moi j'ai trouvé donc fantastique et j'imagine que ça doit être la même chose avec Copilot ici, c'est que Gemini a accès à l'entièreté de votre contenu et de votre data à l'intérieur même de votre Drive. Et la qualité d'information qu'il peut te donner est littéralement, je trouvais sur un facteur de 10 de ce que j'ai été capable de retrouver avec ChatGPT. Et l'argument de dire, oui, tu peux faire la même chose avec ChatGPT, tu peux lui donner des contenus, puis tu peux travailler avec lui pour qu'il soit capable de bâtir cette intelligence-là. Mais d'un point de vue utilisateur, c'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus lourd de redonner l'entièreté de tes fichiers, surtout que des fois, tu en as des milliers et des milliers de fichiers, comparativement avec Gemini, où est-ce qu'il a accès à l'entièreté de tous tes fichiers, il peut te faire des recommandations de très bon calibre. Et là, ça amène vraiment un point qui est intéressant et je pense que ça ouvre quand même également la porte au deuxième sujet qu'on voulait parler aujourd'hui. C'est qu'on est uniquement au début. Et de penser qu'en ce moment, il y a un vainqueur, ce serait se mettre un doigt dans l'œil totalement parce que de plus en plus que tout ça avance, de plus en plus on peut s'en rendre compte que je pense que le AI, comme on le connaît aujourd'hui, va devenir d'ici quelques mois 100% une commodité. Avec le prix qui va à la baisse, l'intégration qui se fait dans littéralement tout ce qu'on fait, ça va faire partie de notre quotidien, puis ça va, par extension, être moins dispendieux que ce qu'on voit en ce moment. Et ça risque de s'intégrer avec des infrastructures qu'on a déjà en place. D'où le point de dire, je trouve ça encore impressionnant qu'en date d'aujourd'hui, OpenAI reste, entre parenthèses, on va dire entre parenthèses ici, là, un leader quand ils n'ont pas l'infrastructure complète que les autres joueurs ont comme des Google, comme des Microsoft. C'est quand même assez impressionnant. Mais nous, de notre côté, on est en train, et je pense qu'on va s'enligner de plus en plus à travailler avec Gemini à cause de toute cette information-là qui est capable de travailler. C'est littéralement le jour et la nuit la qualité d'information que tu peux avoir. Là. Et je fais une parenthèse, je séparerais en deux items de réflexion. La première chose, c'est la force du modèle avec lequel on travaille pour sortir vraiment une bonne réponse. À ma perception, présentement, OpenAI est de loin en avant sur, exemple, ce que Microsoft et Google est capable de faire. Fait que moi, je donne un exemple avec Copilot. Souvent, je vais être frustré de poser une question dans Copilot. Oui, il a accès à plus d'informations, mais l'information qui va me retourner une fois sur deux, je fais comme, ah, mon Dieu, je viens de perdre mon temps. Que je suis obligé d'extraire l'information, de l'amener dans ChatGPT ou dans l'infra d'OpenAI pour me ressortir quelque chose qui fait du sens. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'OpenAI est en avance, même si Microsoft est un peu les mains dans OpenAI. Je suis surpris qu'ils n'ont pas réussi à intégrer toute la force d'OpenAI dans leur outil Copilot. Maintenant, l'accès à l'information est ultra important. Donc, il y a deux choses. Il faut avoir un cerveau, un modèle qui est très bon, très fort. Ma perception OpenAI est en avance sur les autres. Après ça, c'est l'accès à l'information. Généralement, ça peut se faire si on détient cette information-là, comme Microsoft et Google le font avec nos courriels, nos calendriers, tout le reste, et ou s'il y a un pont de données sur lequel on peut se connecter. Donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, beaucoup chez OpenMind, d'utiliser ces ponts de données-là. Là, où ce que ça change la donne avec Operator qui arrive, c'est que le pont de données n'est plus nécessairement à être fait avec des lignes de code. Ça peut être fait simplement
comme si un humain allait chercher l'information dans une interface visuelle qui est un logiciel ou un site web. Donc, si on se projette plusieurs mois, semaines ou trimestres en avant, est-ce que la détention de la donnée va être encore aussi importante? Ça va dépendre à ce moment-là des accès qu'on va donner à un operator de ce monde parce que Microsoft et Google ne détiennent pas l'ensemble de nos données. Il y a des choses qu'on voudrait qu'ils se connectent sur d'autres sites. Puis là, ça va être de voir comment ils vont réussir à sécuriser l'accès à ces sites-là et à être très confidentiels sur la donnée. Donc, je pense que probablement la capacité d'y aller par des interfaces plus traditionnelles comme ce que l'humain fait pour aller chercher la donnée va probablement, en certains sens, surpasser l'avantage que Google et Microsoft ont de détenir une partie de notre information qui est les courriels, notre calendrier, tout notre SharePoint ou équivalent de ça, Google Drive. Donc, ça va être vraiment intéressant à voir comment ça va s'interagir en avant parce que là, le coût d'aller chercher cette information-là va beaucoup, beaucoup diminuer. Puis on peut l'automatiser par des petits robots comme Operator qui peut travailler jour, nuit, puis aller chercher cette information-là. Donc, intéressant à suivre. Je fais une parenthèse, par exemple, de copilote que de notre côté, comme Google fait, un cas qui m'a servi justement hier soir. J'allais souper avec un partenaire hier soir. Ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on n'avait pas été souper ensemble. Et là, je cherchais mes notes de la dernière rencontre que j'ai eue avec. Simplement rentrer dans le copilote. J'ai dit, fais-moi un résumé des dernières rencontres que j'ai eues avec lui, quand, pourquoi, comment. Et honnêtement, en une fraction de seconde, il m'a sorti tous les détails des dernières rencontres. Quand, comment, pourquoi, c'était quoi les résumés de courriel qui venaient avec. Et là, je me suis assis avec le partenaire et il dit, mon Dieu, comment ça tu sais qu'on s'est vu le 21 novembre 2023? Ben, c'est très, je n'ai pas dit mon secret. J'ai de l'air du gars qui a retenu bien des choses, mais en une fraction de seconde, j'avais un assistant qui m'a donné toute l'information. Ben, puis c'est là que je veux aller peut-être un peu ici, c'est que je crois que sur à peu près 90% des cas pratiques, nous personnellement, et que la majeure partie des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle en ce moment, selon moi, d'avoir le dernier modèle qui est un petit peu meilleur qu'un Gemini, un petit peu meilleur peut-être qu'un copilote, à quel point que ça fait une différence quand tu peux avoir accès à tous les datas. Je pense que la balance en ce moment va davantage au niveau de lui qui a l'information, lui qui collecte le data. Il y a peut-être des points qui sont encore meilleurs avec ChatGPT. J'utilise les deux en ce moment. J'utilise les deux. Mais il y a certaines versions également d'ailleurs de Gemini qui sont assez exceptionnelles aussi. Là. Je ne sais pas à quel point tu as testé l'outil récemment, Jonathan, mais il y a vraiment des choses assez exceptionnelles qui se déroulent. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que là, en ce moment, c'est devenu simplement une course. Et tout ce qui était sécurité, protection, là, ça prend le bord un peu. Là, en ce moment, c'est la course au premier. Ah non, on n'entend plus parler du tout. Là, c'est plus du tout sexy. Là, c'est la course à qui va avoir le meilleur modèle le premier. D'autant plus que là, il y a nos collègues chinois qui se mêlent à la partie aussi. Donc là, vraiment, en ce moment, c'est qui le premier qui va atteindre le AGI, là, littéralement. Exactement. Puis l'AGI, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est la capacité de l'intelligence artificielle de dépasser la capacité de raisonnement d'un être humain, donc de remplir pratiquement toutes les tâches qu'un humain peut faire et de raisonner comme un humain, donc devenir complètement autonome. Moi, je pense honnêtement, cette année ou maximum l'année prochaine, on va y arriver à la vitesse à laquelle que ça avance. Puis on a même des perceptions qu'un O1 ou O3 qui va bientôt sortir là, d'OpenAI est l'équivalent d'un AGI parce que dans l'interaction qu'on fait avec lui, si vous ne l'avez pas testé, je fais une parenthèse au niveau du modèle audio. Là, moi, je suis rendu un accro de ça. Là. À chaque fois que j'embarque dans mon véhicule, j'ouvre ChatGPT avec la format audio en temps réel et n'importe quelle question qui me vient en tête, je discute avec lui pendant mon voyagement. J'apprends un paquet de choses. Hier, je m'en allais voir justement un prospect. Je voulais avoir un pedigree complet de ce prospect-là, de l'entreprise, les nouvelles qui ont sorti dernièrement sur Internet, la grosseur des usines, tout le reste. Quelques minutes, j'avais toute l'information comme si une adjointe avait fait une recherche pendant une journée de temps. Là. Donc, ça, pour moi, ce genre de cas-là, c'est l'équivalent du AGI parce que je parle comme si c'était un humain qui est très, très rapide à répondre, à rebondir, à pousser les questions, à aller chercher. Donc, c'est une course folle, mais on a certains signaux qu'on est pratiquement proche de ça, ou du moins qu'on a des cas qui ressemblent à ça au final. Ah, c'est tellement excitant. C'est tellement excitant de vivre dans cet environnement-là. Bon, parle-nous de DeepSeek, là. Comment que tout ça a capté ton attention? DeepSeek, si vous avez des actions en bourse, vous avez peut-être vu la grande dégringolade de plusieurs sociétés technologiques dans les dernières journées.
Ça l'a remonté un petit peu dans les dernières heures, donc ça, c'est plus positif pour nos portefeuilles. Maintenant, pourquoi ça l'a dégringolé à ce point-là et pourquoi ça l'a ébranlé autant de grands géants que ça? Il faut comprendre d'abord comment fonctionne l'intelligence artificielle. Il faut beaucoup de données et à ce moment-là, il faut appliquer une puissance de calcul pour entraîner un LLM. Et je ferai un parallèle, là, un LLM, c'est comme un cerveau. Donc, c'est comme si on prenait un cerveau d'un enfant et on lui montrait plein de cas potentiels de ce qui pourrait arriver. On lui montre comment lire, comment écrire. Donc, on l'expose à des cas et à des données. Et la logique, c'est plus qu'on a de données et plus qu'on a de puissance de calcul, bien, plus que le cerveau va être théoriquement intelligent au bout de la ligne. Donc, tout ça prend de la puissance de calcul, prend des GPU qui sont des cartes de calcul. Et ces cartes-là coûtent une fortune. C'est NVIDIA qui en produit pratiquement l'ensemble des cartes qui sont les plus performantes à travers le monde. Donc, plus qu'on met d'argent pour acheter des cartes, plus qu'on est capable d'avoir de la puissance de calcul pour entraîner des cerveaux qui sont intelligents. Donc, si on regarde un OpenAI de ce monde, ils mettent des milliards de dollars à chaque année pour entraîner les modèles, pour les rendre plus puissants. Et la théorie à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas encore atteint la limite de ce que ça peut donner. Donc, il faut juste plus de force. Donc, c'est la course actuelle de qui réussit à acheter le plus de GPU possible et à déployer ces GPU-là pour réentraîner les modèles avec plus de données et plus de puissance. Donc, très, 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 très cost-intensive. C'est ce qui a propulsé NVIDIA à des sommets au niveau de la bourse. Et l'équation est toujours plus de puissance égale plus d'intelligence au final. Maintenant, DeepSeek, qui est sorti complètement de nulle part, c'est une entreprise qui a été fondée en mai 2023, qui est originaire de la Chine, qui est financée par un fonds qui s'appelle iFlyer, qui est un fonds chinois également. Ils ont eu de la difficulté à s'approvisionner en GPU parce que les États-Unis ne veulent pas trop que les Chinois aient accès à de la puissance de calcul. Donc, ils ont dû, à cause de cette limitation-là d'accès aux GPU, ils ont dû être inventifs et créatifs. Et ce qui a ébranlé l'écosystème, c'est qu'ils ont lancé dans les derniers jours, même la journée où Trump a été officiellement en poste aux États-Unis, ils ont lancé le modèle DeepSeek R1. Et là, si on met des chiffres là-dessus, OpenAI a entraîné leur modèle O1, ça leur coûte des milliards de dollars. R1 aurait, selon les dires de DeepSeek, coûté 6 millions de dollars. Est-ce que c'est vrai, ça? Et je me pose la même question que toi, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça vient de créer vraiment un choc parce que la logique que tout le monde pense qu'il faut plus de puissance pour plus d'intelligence est complètement challengée. Et là, on pourrait dire, mais c'est un modèle fermé, donc on ne pourra pas aller voir si c'est vrai ou on ne pourra pas tester si c'est vrai. Mais DeepSeek a décidé, dans leur modèle d'affaires, de rendre le modèle DeepSeek R1 disponible open source. Ça veut dire quoi? On peut, toi, moi, n'importe qui nous écoute, aller télécharger le code source et aller voir comment c'est fait à l'intérieur, en tout cas en partie, et l'utiliser pour $0, outre que le coût que nous, on met sur nos propres machines ou nos propres serveurs. Donc, je pense, et là, c'est théorique, et c'est une perception, mais je pense qu'on va être capable, ou du moins, il y a des gens qui vont être capables dans les prochaines journées, si ce n'est pas déjà fait, de prouver et de répéter l'expérience pour valider si ce coût-là fait vraiment du sens. Mais il n'y a pas juste le coût d'entraînement du modèle qui est intéressant, c'est le coût d'utilisation après. DeepSeek est beaucoup moins énergivore à faire rouler. Donc, il y a un coût pour l'entraîner, mais il y a un coût pour le rouler. Donc, si on compare avec des modèles comme 4O et O1, qui sont les modèles forts d'OpenAI, ça se calcule en tokens. Donc, c'est des jetons pour être capable d'injecter de la donnée et d'en sortir. On va faire ça simple, là, un mot est à peu près 1 à 2 tokens en réalité que ça coûte. Donc, au niveau de O1, ça coûte 15 $ par million de tokens en entrée, donc quand on écrit une requête, et 60 en sortie. R1 coûte 55 sous en entrée et 2,19 en sortie. Donc, on vient littéralement de diviser par 30 le coût d'utilisation et ça, jusqu'à date, c'est quelque chose qui est vérifiable. Et si ça donne vraiment ce résultat-là, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on entend, bien, ça veut dire que c'est probablement très vrai que le coût d'entraînement est très, très, très faible. Et encore là, je ne suis pas un expert de tout l'aspect technique derrière tout ça. Donc, si vous avez plus d'infos, vous avez des items à challenger là-dedans, n'hésitez pas à m'écrire. On peut se retransmettre l'information. À date, c'est ce qu'on trouve sur Internet. Et donc, beaucoup moins cher à entraîner,
Ça challenge toute la logique actuelle sur quoi les gros modèles, les gros géants s'appuient, est beaucoup moins cher à faire rouler et surtout disponible en open source. Donc, la Chine vient littéralement de faire une jambette incroyable aux grandes entreprises des États-Unis qui ont des milliards en valorisation en bourse, voire pratiquement des trilliards. NVIDIA a perdu, je pense, c'est 6 ou 700 Un milliards milliard, de ouais. valorisation en une journée, ce qui est Ils ont complètement perdu 17 incroyable. de leur valeur. Exactement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça a pris des journées avant que ça l'arrive. Ils ont lancé le modèle le lundi et c'est le samedi suivant que ça a commencé à s'enflammer sur Internet quand les gens ont commencé à vraiment l'utiliser et faire des tests. Et là, l'enjeu avec DeepSeek présentement, c'est qu'il y a tellement de demandes pour les modèles hébergés sur leur serveur qu'ils ne sont pas capables de fournir, donc c'est difficile d'y avoir accès. Donc, à suivre de ce qui va se passer en avant, mais c'est littéralement un coup de tonnerre. Et si on l'amène concrètement dans nos entreprises, une fois qu'on va avoir joué avec ces modèles-là, mais ça veut dire qu'on peut l'installer littéralement sur nos téléphones, sur un serveur qui peut dater d'il y a un certain temps, et d'utiliser cette force-là à un coût qui est pratiquement nul ou extrêmement faible pour l'injecter dans nos processus et de garder l'information locale en plus. Donc, ça diminue la problématique au niveau de l'aspect de où vont nos données et à quoi sert pour l'entraînement, pour la suite de nos données. Donc, il y a vraiment un aspect coût, un aspect confidentialité, sécurité qui vient avec tout ça. Et là, c'est un bond de géant en avant. Sam Altman a lancé un message sur X comme quoi qu'il était assez impressionné de ce que DeepSeek a fait, mais qu'il s'apprêtait à lancer d'autres choses rapidement. donc, d'après moi, ils ont déjà dans leur jeu de cartes, probablement une carte pour venir contrecarrer DeepSeek. Par contre, DeepSeek est un peu ce que OpenAI voulait être au début, de démocratiser l'intelligence artificielle de manière open source. OpenAI est devenu plus une compagnie en mode privé et faire de l'argent au final. Et là, c'est la Chine qui concrétise un peu ce rêve-là que Elon Musk avait initialement. Donc, fort à parier qu'il y a des gens qui ont investi beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions, voire des milliards dans les derniers mois, puis ils vont se remettre en question sur quoi faire avec ça, là. Mais regarde juste le projet Stargate aux États-Unis, où est-ce qu'ils vont investir 500 milliards de dollars pour bâtir de l'infrastructure pour l'intelligence artificielle. À quoi va servir tout cet argent-là? C'est à se poser la question, là, surtout s'il y a des modèles qui peuvent être créés pour 6 millions de dollars. Bref, à suivre. C'est intéressant de suivre ça. Puis, je pense que le nouveau gouvernement Trump en ce moment fait beaucoup de bruit autour de on veut gagner la course à l'intelligence artificielle, on veut être numéro un. J'ai l'impression que tout a été calculé, là. Ça faisait partie de leur slogan. La Chine lance ça le jour de l'investiture. Assez impressionnant. Et c'est un peu comme le moment Sputnik, quand que les États-Unis pensaient être en avance de loin au niveau de la Chine et qu'ils ont lancé Sputnik au niveau de la Chine et que ça l'a vraiment battu les États-Unis. Les États-Unis ont revécu un peu ce moment-là dans les dernières journées. Là, c'est carrément ça. Ils ne pensaient pas que la Chine était rendue aussi loin. Ils mettaient des bâtons dans la roue aux gens de la Chine pour ne pas être capables d'accéder à de la force de calcul. Et là, coup de tonnerre, ils sortent ça et ils sont de loin en avance, en tout cas du moins de ce qu'on voit et qu'on perçoit présentement. Donc, ça va être vraiment intéressant, mais je pense que ça va démocratiser après ça qu'est-ce qu'on peut infuser dans nos organisations. Ça diminue beaucoup le coût et là, ça va challenger les OpenAI de ce monde, Anthropic et compagnie. Fort à parier qu'on va parler dans les prochaines semaines qu'eux-mêmes ont réussi à avoir des avancées. Et là, c'est open source, donc il y a quand même... Le livre est ouvert, là. Il doit y avoir un paquet d'ingénieurs chez OpenAI qui sont en train de décortiquer l'ensemble des lignes de code de DeepSeek R1 pour voir comment ils peuvent propulser un peu plus loin leur propre modèle. Donc, il doit y avoir du monde qui travaille fort présentement et Ouais. qui sont en train de pivoter sur leur plan de match, là. Intéressant. D'autres choses à rajouter avant que je te laisse filer, Jonathan? Si vous voulez tester DeepSeek, c'est disponible par la plateforme web DeepSeek Chat. Il y a également un API qui est disponible, donc on peut s'interfacer pour faire des tests avec et le code source est disponible sur le site de DeepSeek pour la version R1. C'est disponible en téléchargement gratuit sous la licence MIT. Donc, s'il y en a qui le testent, s'il y en a qui font des cas d'utilisation autant de DeepSeek qu'Operator, n'hésitez pas à nous le remonter. Et comme je disais, on va lancer une petite cohorte et un challenge 5 jours pour prendre en main Operator et probablement l'ensemble de l'utilisation d'IA dans les entreprises. Donc, priorité aux gens qui écoutent le podcast Hypercroissance, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est limité en nombre de personnes qu'on va faire, donc dépêchez-vous si jamais ça vous intéresse de m'envoyer un petit message. Donc, c'est complet, Antoine, pour moi, cette semaine.
Fantastique, Jonathan. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissant.